Lors des dernières élections présidentielles au Bénin, il a fait un certain nombre de propositions pour le développement de ce pays. Poursuivant ces réflexions, il vient aujourd'hui pour nous livrer sa pensée pour sortir de la pauvreté. Il n'attend pas d'être aux affaires pour commencer à concrétiser ses projets. Aussi, pour ne pas lui voler la vedette, je vais vous demander de l'applaudir et de l'accueillir. J'annonce Monsieur Abdoulaye Biotane. Bien, merci beaucoup. Chers compatriotes, chers amis, mesdames et messieurs, je suis très content, très heureux d'être parmi vous ici ce soir, cet après-midi, pour ce que je souhaite être une rencontre de réflexion, de retrouvailles, mais aussi de remobilisation. Je veux remercier avant tout nos amis qui, à Cotonou, à Washington et bien sûr à Paris, ont mis en place tout ce qu'il nous faut pour cette rencontre. Je veux aussi, bien sûr, vous remercier, vous qui êtes là. Je sais que de nombreuses personnes qui souhaitaient être ici n'ont pas pu l'être et je veux aussi leur adresser par votre intermédiaire et par les canaux modernes que nous connaissons tous, mes salutations. Votre présence ici et la diversité de ce groupe montre à souhait notre attachement à tous, au présent et au futur de notre pays, le Bénin. Spontanément, certains sont venus ici et j'ai vu tout à l'heure la chaleur de l'accueil que certains ont pu me réserver. Et moi, c'est encore une fois la preuve que les pères fondateurs de notre République ont eu raison de mettre en avant la fraternité comme valeur première de notre Dahomey indépendant. Chers amis, je suis venu ici cet après-midi pour ce que je pense être non pas une rencontre politicienne, non pas une réunion partisane, mais surtout une rencontre pour discuter de ce qui nous est commun. Parce que je sais, et Pierre l'a rappelé tout à l'heure, que beaucoup ici et ailleurs, bien sûr, m'ont soutenu pendant ma campagne, et Pierre le premier. Je sais que beaucoup ont partagé les idées que j'ai mises en avant, même s'ils étaient avec d'autres candidats. Je sais aussi que depuis les élections, beaucoup ont souhaité qu'on se retrouve pour partager un bilan, non pas seulement des élections, mais aussi examiner les perspectives, parce que, évidemment, il y a beaucoup de choses encore à faire dans notre pays. Je voudrais, pour ma part, vous livrer que pendant cette campagne et après, j'ai pu visiter quasiment toutes les 77 communes de notre pays. J'ai vu de millions de nos compatriotes. J'ai vu les gens un peu partout dans le Bénin, dans les conditions où ils vivent au jour le jour.
Et s'il y a une chose que j'ai retirée de cela, c'est la détermination, qu'il faut aller plus loin. Et c'est mon engagement renouvelé. Je sais que ensemble, je dis bien ensemble, nous pouvons travailler pour qu'émerge un autre Bénin que celui que moi j'ai vu, que ce soit au nord, au sud ou au centre de notre pays. Il y a encore aujourd'hui des gens qui vivent dans des conditions qu'aucun de nous n'accepterait. Et nous pouvons donner une autre perspective de développement à tous les jeunes béninois, quelles que soient leurs conditions, en particulier à ceux d'entre eux qui ont eu la chance d'étudier, d'aller loin, et qui pour de trop nombreux, sont encore à la maison et ne peuvent pas avoir un emploi, et encore moins un emploi décent. Je sais que nous pouvons inscrire notre pays dans une autre perspective si nous inscrivons notre démarche dans une strictique simple. Il faut une vision. Il faut une stratégie avec des objectifs clairs. Et il faut absolument une méthode. Moi, je sais que le Bénin peut faire beaucoup de choses. Je sais que le Bénin peut se développer. Parce qu'aucun grand pays ne s'est développé uniquement avec des ressources naturelles. Nous connaissons un peu partout des pays qui sont développés sans ressources naturelles. Et vous les connaissez, je ne vais pas vous faire l'insulte de les rappeler. Le Bénin a l'essentiel, c'est-à-dire les ressources humaines, et je plaide pour que nous soyons convaincus qu'avec les ressources humaines que nous avons, le Bénin peut se développer. Mais pour le faire, il est absolument impérieux que nous examinions les conditions dans lesquelles nos compatriotes vivent, leurs aspirations, que nous discutions avec eux, et en particulier avec les plus jeunes, avec les femmes dans les villages, avec les plus jeunes dans les quartiers. Et c'est à cette condition que nous saurons d'abord quelles sont les contraintes, ensuite quelles sont les aspirations, et enfin ce qu'il faut faire pour remédier à la situation actuelle. Et dans ces conditions, il me sera plus facile de venir avec un diagnostic plus élaboré et plus précis. Et moi, je plaide que ce diagnostic et les prescriptions portent essentiellement sur les trois dimensions que nous savons tous: le politique, l'économique et le social. Le politique aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? Que ce soit le politique, l'économique ou le social, il nous faut absolument des réformes. Et il nous faut avoir le courage d'affronter ces réformes-là. Et dans le domaine politique aujourd'hui, les réformes principales, c'est approfondir le système démocratique dans lequel nous vivons. Donner plus d'espace de liberté à nos compatriotes. Leur donner les moyens de s'inscrire dans cette dimension. Et de ce point de vue, la constitution actuelle que nous avons et qui date de 1990-91 est une base, est une bonne base. Et c'est à partir d'elle que nous pouvons, bien sûr, réformer et aller de l'avant. Mais il y a une autre dimension. Tous nos compatriotes aspirent là où ils sont à vivre mieux. Et nous savons que nous avons intérêt nous-mêmes à ce que les gens vivent mieux là où ils sont. Pas qu'ils soient obligés de se déplacer pour aller trouver de meilleures conditions de vie. Qu'ils exercent des responsabilités locales, là où ils vivent. Et c'est pour ça que l'autre dimension des réformes que nous avons accomplies, c'est au niveau de la décentralisation. Pousser plus loin la décentralisation que nous avons aujourd'hui.
et faire en sorte que, effectivement, les structures décentralisées puissent avoir les moyens d'avoir des activités économiques, de créer la croissance là où elle est, et bien sûr les emplois, que ce soit dans les zones rurales ou dans les zones périurbaines. Et puis, deuxièmement, il y a la dimension économique. J'ai plusieurs fois parlé de ces questions économiques et à chaque fois, il s'est trouvé quelqu'un pour dire, mais ce que Biocane dit n'est pas révolutionnaire. Et ma réponse est simple. Il faut utiliser ce que les autres ont utilisé pour réussir leur développement économique. Je plaide pour que, non pas seulement les Béninois, mais aussi tous les Africains se convainquent d'une chose, il n'y a pas une méthode spécifique pour les Africains. Nous devons utiliser les mêmes voies. Bien sûr, en nous reposant sur notre culture, qui fait notre force, comme les autres. Les Japonais ont leur voie, les Chinois ont les leurs qui sont différentes, fondées fondamentalement sur leur culture, mais la politique économique chinoise aujourd'hui, vous la voyez très bien, elle n'est pas différente de celles qui ont réussi aux États-Unis, en France et en Europe. Et donc, pour nous, au Bénin, c'est d'abord, bien sûr, asseoir tout ça sur une bonne gestion des finances publiques. C'est le b.a.-ba, et je l'ai dit quand j'étais ministre des Finances, j'ai essayé de le démontrer, il n'y a rien de possible si vous n'avez pas des finances publiques saines. Et ensuite, il faut faire en sorte que tous ceux qui ont envie d'investir, à commencer par les nationaux, se sentent suffisamment forts et confiants pour investir dans notre économie. Ça appelle là aussi des réformes, des mesures importantes, et il faut avoir le courage de les prendre. Mais aussi, si vous êtes un bon observateur de notre économie, eh bien, il faut savoir qu'il faut construire, comme tous les autres, notre économie sur ses forces. Et ces forces, aujourd'hui, c'est d'abord dans le secteur agricole. C'est valable pour le Bénin, mais c'est valable pour l'Afrique. Pourquoi? Ceux des pays, et les plus grands, qui ont pu sortir des millions, des centaines de millions parfois de gens de la pauvreté, je parlais de la Chine, de l'Inde notamment, et plus proche de nous, du Brésil, ont fait en sorte que ces gens aujourd'hui ne sont plus dans l'agriculture, ne sont plus dans les zones rurales. Ces gens sont devenus potentiellement des clients africains, des clients des produits africains, pour ce qui est de l'agriculture notamment. Donc nous pouvons produire et être des clients de ces gens-là dans l'agriculture, à condition que nous ayons une agriculture plus performante. J'ai été amusé l'autre jour en regardant la production de coton au Bénin depuis 1960. Je peux vous dire une chose, oui, nous avons parfois produit plus de 400 000 tonnes de coton. Mais c'est tout simplement en accroissant le nombre d'hectares emblavés. Depuis 1960, eh bien, les rendements à l'hectare sont restés pratiquement les mêmes. Nous produisons encore du coton pour moins d'une tonne à l'hectare. Dans quelques zones, nous dépassons marginalement ce rendement. Eh bien, nous devons faire nettement mieux. Parce que c'est valable dans le coton, c'est valable aussi dans le maïs, c'est valable essentiellement dans tous ces domaines. Nous devons produire mieux avec des rendements beaucoup plus élevés. Je peux vous dire pour le coton que le Brésil produit le coton à 10 tonnes l'hectare. Ça donne une idée de jusqu'où on peut aller. Je peux vous dire qu'il y a des zones, y compris dans la région parisienne, des gens produisent le maïs à des dizaines de tonnes par hectare dans la région parisienne. Et donc, l'amélioration des rendements qui appelle un certain nombre de mesures de modernisation
de diversification aussi de cette production. Et donc l'agriculture dans notre pays, parce que ce n'est pas seulement parce qu'elle utilise le plus de gens, mais c'est aussi parce que c'est un des axes les plus forts de la production tout simplement béninoise, mais aussi africaine. Et puis le deuxième secteur, le deuxième pilier de notre économie qui regroupe un certain nombre d'activités, c'est le secteur des services, tout ce qui tourne autour du port, mais aussi des activités connexes, le transit, les activités bancaires, les assurances. Réfléchissons tout simplement. Si quelqu'un vit à Alaba au Nigeria, son port naturel, c'est le Bénin, c'est Cotonou. Mais à une condition, que le port de Cotonou soit plus efficace qu'il ne l'est aujourd'hui. Qu'il y ait moins de tracasseries et que les marchandises soient livrées aux destinataires dans des conditions et dans des délais beaucoup plus rapides qu'aujourd'hui. Donc, nous avons besoin de ce type de réforme pour que ces deux piliers de notre économie soient beaucoup plus forts. Et puis, troisièmement, au plan social, il nous faut absolument donner plus de perspectives, d'abord aux jeunes, mais aussi aux femmes. J'attire votre attention sur le fait que dans beaucoup trop de régions, pas seulement au Bénin, malheureusement pour beaucoup de pays en Afrique, la situation des jeunes est devenue une bombe sécuritaire. Parce que des jeunes qui n'ont pas, il ne s'agit pas seulement d'emploi, mais qui n'ont pas de perspective, sont prêts à tout. Donc c'est la responsabilité de tous, je dis bien de tous, ce n'est pas seulement la responsabilité du gouvernement, mais de tous, de faire en sorte que ces situations connaissent une solution. Et c'est valable pour les femmes. Parce que ces deux situations peuvent conduire tout simplement à une situation d'insécurité totale, mais aussi accélérer, si vous voulez, le développement économique et social. Supposez un seul instant que nous puissions, du jour au lendemain, introduire dans le système économique toutes les femmes aujourd'hui qui sont marginalisées dans notre pays. Imaginez-vous qu'il y a des femmes qui restent 6 mois au Bénin sans connaître, sans avoir vu un billet de 1000 francs. Oui, chers amis. J'en ai rencontré des centaines et des centaines de milliers pendant la campagne et après. Imaginons-nous un seul instant que nous pouvons, du jour au lendemain, introduire ces gens d'une façon magique dans le système économique. Et ce n'est pas seulement magique, c'est possible. Je dis c'est possible parce que tous ceux qui lisent l'histoire du Brésil savent que pendant les 8 ans où Lula est resté au pouvoir, il a sorti 20 millions de gens de la pauvreté. Mais pas des actions délibérées. Ces gens sont devenus, ces familles sont devenues des opérateurs économiques. Ils sont dans la classe moyenne, ils peuvent consommer. Ils achètent, ils vont, ils viennent. Bien, c'est ce qu'il nous faut réaliser dans notre pays. Et ce n'est pas seulement une faveur que nous aurons fait à ces jeunes et à ces femmes, mais c'est une faveur que nous aurions fait à nous-mêmes et à l'ensemble de la communauté de notre pays. Alors, bien sûr, on peut se poser la question de savoir ce qu'on peut faire dès aujourd'hui, ce que chacun de nous peut faire dès aujourd'hui pour y contribuer. Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'action politique. Il ne s'agit pas seulement d'action. Bien sûr, il faut que les pouvoirs publics s'y mêlent. Bien sûr, il faut que le gouvernement consacre davantage de ressources aux couches les plus défavorisées. Bien sûr, il faut qu'il y ait beaucoup plus de gens qui aient accès à l'eau potable. Aujourd'hui, nous avons 52% de nos compatriotes
qui n'ont pas accès à l'eau potable. 70% de nos compatriotes qui sont dans les zones rurales, qui n'ont pas accès aux services financiers. Tout ça n'est pas acceptable et c'est d'abord la responsabilité du gouvernement de le faire. Mais chacun de nous a une responsabilité. Et ici, je veux vraiment saluer, mais aussi magnifier ce que vous pouvez faire, vous les amis qui êtes dans la diaspora, à commencer par ceux qui sont à Paris, et bien sûr, y compris ceux qui sont venus de Toulouse. Voyez tout simplement, nous avons des tas d'exemples devant nous. Ce que les Indiens ont pu faire chez eux, en utilisant d'une autre manière la diaspora, et en la faisant contribuer à son développement économique et social. Les Chinois, bien sûr. Et plus proche de nous, dans notre propre continent, les Kenyans, les Sénégalais, les Ghanéens, et plus récemment, nos frères nigérians. Vous savez, depuis 5 ans, le Nigeria connaît un boom que personne ne semble voir. Pendant les 5 dernières années, le Nigeria a enregistré une croissance économique de 8% en moyenne. Je dis bien 8%. Bien certains me diront, c'est le pétrole. Non, il s'agit d'une croissance hors pétrole. Et cette croissance, elle est nourrie par les activités de construction. Si vous allez à Lagos, vous allez à Abuja, vous le verrez vous-même. C'est les pouvoirs publics, mais c'est aussi tous les privés. Cette croissance, c'est dans les télécoms, c'est dans la télévision, c'est dans tous les secteurs. Aujourd'hui, vous voyez de nombreux jeunes qui rentrent au Nigeria et qui se disent « je vais participer à cela ». Et j'en ai rencontré quelques-uns. Donc, c'est possible d'utiliser et de faire contribuer d'une autre manière la diaspora. Nous avons une vieille habitude dans nos pays francophones qui est de construire des institutions. Ça, nous sommes très forts dedans. On va créer des associations, on va créer des agences, on va créer des fonds. Mais l'essentiel qui est de contribuer à la réalisation des politiques et avec des résultats, on passe à côté. Je vous dis que nous sommes capables de faire mieux. Et je voudrais vous dire que aujourd'hui, alors que certains d'entre vous, nombreux, se disent « j'ai une principale excuse, je ne veux pas confier mes ressources à des escrocs ». Et vous avez raison. Mais aussi, certains d'entre vous se disent « mais alors, est-ce qu'il faut attendre un jour d'être au pouvoir pour réaliser ces choses ?» Là encore, je vous dis, ce n'est pas nécessaire. Alors, je voudrais vous associer aujourd'hui à une initiative. À une initiative où les Béninois vont assister les Béninois. Ce n'est pas miraculeux, ce n'est pas révolutionnaire, mais c'est ce que d'autres ont pu faire. Les Indiens ont contribué à aider les Indiens, les Chinois pareillement, et aujourd'hui, les Nigérians y contribuent. Comment pourrons-nous nous y contribuer? Je voudrais que Yacoub nous aide un peu avec une présentation. On va y contribuer avec cette initiative dont je voudrais vous parler et qui va être portée par une fondation, la fondation Cœur à Cœur, qui va travailler essentiellement sur des projets dans les 77 communes de notre pays. Et ces projets qui vont être dans les 77 communes, ces projets vont être administrés par la Fondation, mais des projets qui vont contribuer à corriger un peu
les insuffisances que vous avez vues dans le contexte que vous connaissez tous, qui est que dans notre pays, la pauvreté s'accroît, j'en ai parlé tout à l'heure, il y a des indicateurs publiés par la Banque mondiale et le Fonds monétaire international récemment. De 2005 à 2011, le nombre de personnes vivant en deçà du seuil de pauvreté est passé de 47% à 52%. Ça donne une indication de la précarisation un peu plus grande des populations. Et puis, aujourd'hui, nous avons une croissance de l'ordre de 3,5%. C'est largement insuffisant quand vous savez que, tout simplement, la population elle-même s'accroît d'année en année de 3% en moyenne. Si vous comptez la discrimination qu'il y a dans la distribution des revenus, vous voyez que forcément, le nombre de pauvres ne peut que s'accroître avec ce taux de croissance. Sans compter, bien sûr, que c'est une croissance qui, dans ces conditions, ne peut pas être inclusive. Alors, les objectifs de cette initiative sont simples. Je ne vais pas commenter ce tableau, mais je veux tout simplement vous dire qu'il s'agit de faire en sorte que dans chaque commune, on puisse travailler pour que des jeunes puissent avoir davantage accès à un emploi là où ils sont, là où ils vivent. Que des femmes puissent avoir accès à des activités génératrices de revenus. Et que les populations puissent avoir accès parfois à l'eau là où elles ne le peuvent pas, à l'eau potable, à l'électricité solaire par exemple, là où elles vivent. Et que parfois, de petites choses qui nous paraissent toutes simples, comme avoir une petite bibliothèque dans un village, puissent être accessibles parce qu'il y a de bonnes volontés qui sont prêtes à y contribuer. Alors, il y a quand même un certain nombre de questions qui se posent, que vous vous posez, c'est fondamentalement, quelle est cette gouvernance qui va permettre, tout à l'heure, je disais, il faut que nous nous assurions que l'argent ne va pas dans les mains de quelques escrocs. C'est une préoccupation et elle peut être, disons, adressée par la gouvernance qui est mise en place. Et donc, ça va être des projets qui vont être administrés localement. Les frais administratifs de gestion de ces projets seront portés par la fondation et non par les projets eux-mêmes. C'est-à-dire que si vous décidez de financer un projet, mettons, à Havrancourt, eh bien, toutes les ressources qui sont collectées dans ces conditions vont effectivement à Havrancourt. Tout ce qui concerne les travaux administratifs pour étudier, identifier le projet, l'analyser, le mettre en place, sera financé et administré par la Fondation. Et bien sûr, là, vous avez en revue les secteurs qui seront concernés, les activités génératrices de revenus, bien sûr, l'éducation à la santé, là où c'est nécessaire, et bien sûr les questions d'électrification rurale et d'eau potable notamment. Alors, la gouvernance ici, c'est intéressant de voir sur ce tableau-là. Il y a en haut, dans le losange, il y a tous les partenaires de ce projet. C'est-à-dire vous, mais bien sûr les populations à la base, bien sûr les autres bonnes volontés, les autorités locales, les conseils communaux, c'est ça que j'appelle gouvernement local, et bien sûr le secteur privé, parce que j'espère bien sûr que certaines entreprises seront suffisamment intéressées pour venir s'associer à cet effort. Il y aura bien sûr un conseil d'administration qui sera constitué essentiellement par les personnes qui contribuent financièrement à la fondation. Comme disent les Américains, celui qui paye commande. Et vous le savez tous ici. Et donc, ceux-là seront au conseil. Bien sûr, il y aura les représentants de votre communauté ici, en tout cas ceux qui participeront à ce projet. Mais il est important que la diaspora reste suffisamment concernée par ce projet. Donc, il y aura un comité à part qui va, disons, conseiller le conseil d'administration et qui va connaître, par exemple, de tous les rapports d'audit qui seront faits sur la gestion de ces différents projets, les choix, bien sûr,
et qui pourra donner des avis pertinents au conseil d'administration. Et ensuite, donc, enfin, bien sûr, vous avez l'équipe de gestion, qui est l'équipe technique de gestion de la Fondation, qui va identifier les projets, les sélectionner, les étudier et les présenter au conseil d'administration pour décision avant qu'ils ne soient exécutés. Et enfin, bien sûr, vous avez les autres groupes. Vous voyez bien sûr qu'il y a un rôle important de la diaspora, d'abord au conseil d'administration, enfin, d'abord dans le premier groupe, de ceux qui contribuent à examiner et parfois même à identifier les projets. J'ai envie de voir un projet, mettons, à Banikwara, pourquoi pas. Eh bien, on le signale à la Fondation pour étude. Et puis, ça part de là. Ensuite, il y a au conseil d'administration forcément des représentants de la diaspora qui seront assis parce qu'ils contribuent au financement. Et enfin, il y a dans le comité de la diaspora, il n'y a exclusivement que les gens de la diaspora qui donnent un avis sur ce qui se passe au sein de la Fondation. Voilà en résumé ce que je voulais dire sur cette initiative. Il y a eu depuis que cette initiative est en gestation, quelques personnes qui se sont suffisamment intéressées pour avoir un avis là-dessus, et en particulier des jeunes. Certains étaient à Washington, d'autres à Paris, d'autres encore à Cotonou. Je crois qu'ils ont délégué Yacoub pour donner un premier sentiment là-dessus. Je vais passer la parole à Yacoub là-dessus. Bonjour à tous. C'est un honneur et un réel plaisir d'intervenir à la suite du président Abdoulaye Biotchane et au nom de tous mes amis pour vous parler de cette idée qui sera une parmi tant d'autres de ce que la diaspora béninoise pourra faire au service de notre pays, le Bénin. Mon intervention se déroulera autour de 3 points fondamentaux. Dans un premier temps, je vais parler de la diaspora, que vous connaissez tous, nous en sommes tous membres. Nous allons ensuite voir comment on pourra dialoguer avec l'ABT pour atteindre les objectifs dont le président vient de parler, et enfin comment structurer tout cela. La diaspora béninoise, elle est grande. Je ne vais pas m'attarder sur les chiffres, mais vous conviendrez avec moi que partout où vous allez, notamment en France, vous rencontrerez toujours un Béninois. Et certains de nos frères africains commencent déjà par le démontrer. Je le sens un peu au Nigeria, je le sens un peu quand je visite le Kenya, je le sens un peu quand je vais en Éthiopie, au Ghana, je n'en parle pas. Je suis convaincu qu'au Bénin, on peut faire ça. On peut faire ça si nous nous mettons ensemble et que nous regardons dans cette direction-là. Encore une fois, dans cette triptyque, la vision, la stratégie et les objectifs et la méthode. Mais il faut que nous accélérions les pas vers ce que je pense être une révolution douce. Parce qu'autrement, nous allons être rapidement, comme certains le voient déjà, être confrontés à une révolution sauvage. Parce que les jeunes dont je parlais tout à l'heure, ne seront pas à attendre longtemps sans perspective. Et nous avons les solutions pour ça. Et en tout cas, je veux être parmi les solutions de ça. Et je souhaite qu'ensemble, nous puissions être une solution à ces différents problèmes. Je vous remercie.